Dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter les tensions israélo-arabes et israélo-palestiniennes de la guerre du Kippour à nos jours. Et donc pour commencer, cette guerre du Kippour. À la mort de Nasser en 1970, son successeur Anwar el-Sadat veut obtenir une solution pour le Sinaï. Il ne parvient pas à obtenir de négociations et provoque donc un conflit pour contraindre à la tenue de discussions. Un plan est élaboré avec la Syrie, ce à quoi s'ajoute un accord avec le roi d'Arabie pour que les prix du pétrole soient utilisés de manière à faire pression sur les Occidentaux dans le cas où la guerre se prolongerait. L'attaque surprise est déclenchée le jour de la fête religieuse juive du Kippour, profitant que, pour ce jour sacré, les Juifs se coupent notamment des moyens de communication modernes. En octobre 1973, les Égyptiens franchissent le canal en même temps que les Syriens attaquent au nord. La contre-attaque israélienne échoue au sud, mais des combats intenses s'engagent dans le Golan. Sadat relance l'offensive au sud pour aider les Syriens, mais des troupes israéliennes parviennent à traverser le canal et à ainsi encercler les troupes égyptiennes. Les alliés internationaux des deux camps se mobilisent pour faire cesser le conflit. D'abord l'OPEP décide de réduire sa production de pétrole, faisant monter les prix tant qu'Israël n'aura pas évacué les territoires occupés depuis 1967, puis décrète l'embargo sur les livraisons de pétrole aux amis d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis, l'Afrique du Sud, les Pays-Bas et le Portugal. Cette décision provoque une panique en Occident qui multiplie par 3 le prix du baril, c'est le premier choc pétrolier. Une résolution est rédigée par l'URSS et les États-Unis, soumise au Conseil de sécurité de l'ONU pour préparer des négociations, mais c'est un échec. La pression internationale fait finalement cesser le conflit. Les États-Unis organisent une conférence avec Israël, l'Égypte, la Jordanie et l'URSS, sans chercher à tout régler, mais en prenant les problèmes un par un. C'est la politique des petits pas, préconisée par le secrétaire d'État états-unien, Kissinger. Il obtient ainsi que les Israéliens se retirent de la rive occidentale du canal de Suez, ce qui permet sa réouverture. Un accord est aussi trouvé avec les Syriens, avec échange de prisonniers. Ces accords amènent l'OLP à préciser sa stratégie et ses objectifs. Elle envisage d'autres moyens que la lutte armée, même si celle-ci reste prioritaire, et demande la création d'un État palestinien uniquement sur la Cisjordanie et Gaza, tout en conservant l'idée de la disparition d'Israël comme objectif final. Ceci lui permet d'être reconnu par l'Assemblée générale de l'ONU comme seule représentante légitime des Palestiniens, malgré les contestations des autres mouvements. Voyons maintenant comment les États arabes se désengagent progressivement des conflits, amenant au conflit israélo-palestinien. En 1977, la droite représentée par le parti du Likoud arrive au pouvoir en Israël, ce qui se traduit par une accélération de la colonisation en Cisjordanie. Le fondateur du Likoud, Menahem Begin, devient Premier ministre. Sadat, le président égyptien, se rend en Israël. C'est le premier contact direct et officiel entre un dirigeant arabe et un dirigeant israélien, ce qui entraîne des divisions au sein de l'Égypte et avec les autres pays arabes. Cette rencontre ne donne pas de résultat. C'est pourquoi en 1978, le président américain Jimmy Carter invite Anwar el-Sadat et Menahem Begin à Camp David. Des accords sont négociés qui prévoient l'établissement pour une durée transitoire d'une autorité palestinienne autonome élue. On prévoit également l'ouverture de négociations entre Égyptiens, Israéliens et Conseil palestinien pour définir les statuts de la Cisjordanie et de Gaza. La rétrocession du Sinaï, qui est démilitarisé, permet la normalisation des relations entre l'Égypte et Israël. Et enfin, on restaure le libre passage dans le golfe de Suez et le canal. Cependant, ces accords ne prennent que des engagements très vagues sur les Palestiniens. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause le contrôle d'Israël sur Gaza et la Cisjordanie. Et enfin, ils engagent des partenaires, notamment les Palestiniens, qui ne sont pas présents à Camp David et donc ne sont pas tenus de suivre ces accords. Sadat et Begin obtiennent le Nobel de la paix, mais l'Égypte est divisée et l'opinion publique y voit trahison de la cause palestinienne. La politique d'implantation israélienne dans les territoires occupés se poursuit, le secteur arabe de Jérusalem est annexé. On en arrive donc à la guerre du Liban. Des violences existent au Liban depuis 1971 en raison de la question palestinienne et des évolutions démographiques qui remettent en cause le système politique et augmentent les inégalités de développement.
des violences éclatent dans lesquelles les organisations palestiniennes se trouvent impliquées, ces dernières massacrant des chrétiens. La proposition de la Syrie d'être médiatrice est refusée. Elle est plutôt du côté des organisations palestiniennes, mais quand les chrétiens appellent à l'aide, elle entre au Liban et obtient un cessez-le-feu. Après 1 an et demi de guerre, il y a déjà plus de 65 000 morts. L'OLP demeure bien implantée dans le sud du pays et mène des opérations commando dans le nord d'Israël. En mars 1978, Israël lance une opération pour créer une zone de sécurité. Cette opération est condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU qui contraint Israël à se retirer. Des casques bleus sont déployés, mais Israël obtient que ce soit plutôt une milice qui contrôle la frontière. La division grandit au sein de la société et de la classe politique libanaise, ainsi que dans les camps de résistants palestiniens. Le pouvoir syrien, quant à lui, s'éloigne des chrétiens, car ces derniers se rapprochaient d'Israël et dénonçaient l'occupation syrienne au Liban. La guerre est marquée par de terribles violences, comme à Sabra et Shatila, 2 camps de réfugiés palestiniens, dans lesquels les chrétiens libanais aidés des Israéliens ont commis un massacre. Voyons pour terminer le processus d'Oslo et son échec. Fin 1987, la population palestinienne se soulève contre Israël. C'est la première intifada ou guerre des pierres. Elle est marquée par les jets de pierres des enfants et adolescents palestiniens, ainsi que par une campagne de désobéissance civile de la part de la population palestinienne. La pression d'Israël pour faire cesser ce soulèvement est forte, allant jusqu'à emprisonner sans procès, user de la torture et de la déportation vers le Liban. Les femmes ont été également nombreuses à se battre et à être victimes de la répression lors de ce soulèvement. Les groupes palestiniens armés commettent des attaques, entraînant un cycle de répression par Tsahal. Des photographes de presse internationaux présents sur place montrent au monde des images de violences disproportionnées exercées par Israël qui choquent l'opinion publique mondiale. On en vient donc à l'idée de lancer un nouveau processus de paix. C'est l'enjeu d'une conférence internationale qui est organisée en 1991 en présence d'Israël et de pays arabes qui débouche sur les accords d'Oslo. Il s'agit davantage d'une déclaration de principe signée par le président américain Bill Clinton, le chef du gouvernement israélien Yitzhak Rabin et du chef de l'OLP Yasser Arafat. Cette déclaration amène chaque partie à reconnaître des droits politiques à l'autre, mais de nombreux points ne sont pas réglés, comme la question des réfugiés ou de Jérusalem. Les 2 signataires font dans le même temps des déclarations plus hostiles, Yasser Arafat laissant entendre que le combat peut continuer et Yitzhak Rabin permettant la poursuite de la colonisation. On voit ici sur ce graphique la proportion de colons par rapport à la population israélienne totale, en voyant cette forte croissance à partir des accords d'Oslo. Il faut donc constater aujourd'hui l'échec du processus d'Oslo. Des épisodes violents éclatent régulièrement, toujours dans un cycle infini de soulèvements, attaques, manifestations, auxquels Israël répond militairement. Israël poursuit la colonisation et a également décidé la construction d'un mur en Cisjordanie à partir de 2002 dans un contexte de multiplication des attentats, lors de la seconde intifada. Cette construction est cependant contestée par la communauté internationale car elle intègre des colonies israéliennes et pose des problèmes humanitaires. La situation de la bande de Gaza est particulièrement difficile. Elle est contrôlée depuis le processus d'Oslo par l'autorité palestinienne, mais son président est contesté. Depuis 2007, c'est en réalité le parti islamiste du Hamas qui en a pris le contrôle. Elle concentre une très forte densité de population et une situation de quasi-prison à ciel ouvert depuis la mise en place d'un blocus à la fois par Israël et par l'Égypte, aggravant le chômage notamment. Le Hamas lance des attaques depuis Gaza, comme des tirs de roquettes, auxquels Israël répond par des bombardements qui touchent la population civile. Alors pour conclure, quelle solution? À 1 ou 2 États, l'imbrication des populations en raison de la colonisation depuis plusieurs générations et la question des réfugiés rendent la réponse impossible. Pendant ce temps, chaque jour, le conflit fait des victimes des 2 côtés, morts, blessés, familles en souffrance. La communauté internationale s'est avérée incapable à proposer des solutions et la position des États-Unis envenime le débat, comme lors du transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Enfin, les tensions aujourd'hui ne s'apaisent pas, on le voit à travers plusieurs exemples comme la prise du pouvoir par le Hamas à Gaza, par les violences autour de la marche de retour en 2018 ou encore par le vote d'une nouvelle loi en Israël qui introduit une inégalité entre les Juifs et les autres habitants du pays.